Merci beaucoup pour vos 3 interventions. Je crois qu'on aura tous retenu que la réponse à la question est oui, la chimie fait partie de vos innovations et donc des innovations pour l'agriculture. Donc avant de laisser la parole à la salle, je voulais juste vous poser 3 questions. Tout d'abord à vous, Benoît Rabillot. Je sais que la communication est un point important de vos activités. Dans l'enquête que vous nous avez présentée, avez-vous questionné le consommateur sur leurs sentiments face à la chimie ? On l'a vu dans vos interventions, vous parlez de biocontrôle, de biosolutions, de solutions combinatoires. Est-ce que ce changement de nom, on parle de renaming, est aussi une solution pour vous pour réduire ou en tout cas changer l'image actuelle de la chimie dans la tête des consommateurs ? Alors, non, alors la réponse, est-ce qu'on a questionné spécifiquement sur le sujet de la chimie? Non, puisque c'était plus une analyse sur la science de façon générale et la perception de nos concitoyens en fait et de la science. Donc ça, on ne l'a pas fait, même si on pourrait très bien en fait de façon très intuitive imaginer quel serait le résultat. Et je pense que tout dépend de la façon dont on va poser en fait la question, comme ça a été présenté. Est-ce que la chimie c'est bien ou pas? Maintenant, si on le met en perspective, en le détaillant en fait un peu plus, qu'est-ce que l'on entend derrière chimie? Je pense qu'on aurait aussi d'autres réponses. Après, sur l'histoire du changement de nom, alors moi, personnellement, je suis vraiment pas fan, parce que si c'est changer de nom, mais ne rien changer derrière, ça n'a aucun intérêt. En revanche, assumer, garder le nom et voir comment on arrive en fait à faire évoluer les choses, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, et encore une fois, comme je l'ai évoqué dans mon propos, la chimie, c'est facile de parler de la chimie et d'attaquer les produits phyto. C'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Quand il suffit de regarder derrière la chimie et qu'il y a toute l'industrie pharmaceutique, il y a les iPhones, tout ça, c'est de la chimie. Je pense qu'il y aurait forcément en fait un débat qui serait beaucoup plus ouvert, et d'où, pour moi, je pense le plus important, c'est vraiment de mieux expliquer ce que l'on fait, les métiers, comment on le fait, et d'être beaucoup plus transparent. Donc changer de nom, non, ça j'y crois pas. Le transformer, oui. Être beaucoup plus pédagogue à expliquer ce qu'il y a derrière, ça certainement. Merci Benoît. Olivier Guéret, j'ai eu une question en préparant cette table ronde. Quand on prend l'exemple dans la vigne, dans certaines régions, ils utilisent la confusion sexuelle uniquement. Pensez-vous que dans le futur, la lutte contre les ravageurs pourra s'appuyer exclusivement sur ces produits que vous développez, ou est-ce que vous voyez plus une approche combinatoire, comme dirait Benoît Rabillot? Une solution alternative, ça ne veut pas dire une solution contre l'autre. En fait, la thématique du biocontrôle, c'est vraiment une thématique d'équilibre maintenu dans un système déséquilibré par la culture elle-même. Quand on n'a que des vignes à perte de vue, effectivement, on concentre les problèmes à un endroit et il peut y avoir des dérapages, conditions climatiques, un vent, une tempête qui apporte des insectes qui n'étaient pas prévus. Et là, il faut pouvoir rétablir l'équilibre. C'est-à-dire que nos produits vont pouvoir mettre des traitements de fond qui vont maintenir des pressions très basses, mais il y a toujours la possibilité de rajouter à un moment donné un produit phyto traditionnel pour retomber dans une zone de sous-contrôle. Et les cheminements des agriculteurs qui passent du conventionnel au biocontrôle se fait jamais en une année. C'est toujours une démarche progressive avec nécessairement, on parlait de prophylaxie tout à l'heure, de partir d'une parcelle propre, c'est-à-dire sans larves de l'année précédente, etc. C'est toujours plus facile pour ensuite maintenir la parcelle propre avec des produits à base de phéromones. Donc les deux sont très complémentaires, il faut de l'intelligence pour les utiliser dans les deux cas. Et en fait, je crois que c'est vraiment le mot-clé, c'est l'intelligence, c'est-à-dire que le principe que l'insecticide résolvait tous les problèmes en éradiquant tout sans réfléchir, c'était un peu ça qu'il y avait dans la tête de toute la distribution et des agriculteurs. Ce principe-là est mauvais. Par contre, utiliser l'insecticide adapté au bon moment est fondamental. Sur la pyrale du buis, et c'est aussi un problème pour l'INRA, s'il y en a de l'INRA ici, non, on a souvent des positions dogmatiques en recherche. La confusion sexuelle, c'est un outil tout au long de la saison où on peut utiliser d'autres outils. Je me suis battu sur la pyrale du buis pour faire comprendre à l'INRA que la confusion sexuelle sans un traitement de printemps, parce que l'insecte réémergé, il est très prolifique, et si on ne contrôle pas au départ
C'est la dérivée première qu'il faut contrôler. Si on ne contrôle pas au départ la population d'insectes au mois de mars, vous pouvez faire ce que vous voulez, votre buis sera bouffé à la fin. Et l'INRA voulait faire confusion. Oui, mais ça ne sert pas tout seul la confusion. Il fallait un traitement de printemps, insecticide, bio évidemment, ou autre chose, si on pouvait, mais sans ça, les deux marchaient pas. Enfin, chacun des deux ne marchait pas. Merci beaucoup Olivier Guéret. Nicolas Broutin, vous avez parlé d'approche, du moins tous les trois, à votre manière d'approche combinatoire, pluridisciplinaire, de comment attirer les nouveaux talents. On a bien compris que vous êtes tous les trois amoureux de la chimie. Mais vous l'avez d'ailleurs souligné, il y a eu très peu d'innovation en matière de recherche sur les engrais. Par contre, on voit de plus en plus le machinisme permettre aux agriculteurs d'accélérer la vitesse de leur semoir. Il y a également beaucoup de travail et de demandes d'améliorer le comportement balistique des granulés que vous proposez. Pouvez-vous nous expliquer cette partie-là ? Oui, alors pour ceux qui ont déjà essayé de mettre de l'engrais à la main, oui. C'est comme le Covid, ça fait des vagues. Hein. Donc ce qu'on veut éviter, c'est les vagues. Et donc l'application de ces engrais granulés, qui sont la forme la plus utilisée, nécessite un travail étroit avec les constructeurs de matériel. Le principe, c'est qu'il y a une trémie où ces granulés finissent par tomber sur un disque, et cet épandeur, donc centrifuge, doit répartir sur des largeurs quand même très importantes, on parle de l'ordre de 40 à 50 mètres aujourd'hui, doivent répartir le produit de façon homogène. Sinon, ça fait des vagues. Donc pour le répartir de façon homogène, il y a tout un travail sur la qualité du produit d'abord. Et contrairement à ce qu'on peut penser, il faut que le produit soit irrégulier. Si tous les granulés font exactement la même taille, ils partent tous au même endroit. Hein. Donc il faut que les granulés il faut qu'il y ait une répartition différente de granulométrie. Et puis ensuite, effectivement, on travaille sur l'optimisation de cette répartition. Des fois, il y a du vent. Alors les constructeurs aujourd'hui travaillent sur des dispositifs qui permettent de contrer les effets du vent. Des fois, on arrive sur des bordures de parcelles où effectivement il faut couper les tronçons. Un autre aspect aussi, c'est que la végétation n'a pas le même potentiel de développement à tous les endroits d'une parcelle, selon la nature du sol, selon différents éléments. Donc il faut aussi pouvoir moduler les applications de produits. C'est la raison pour laquelle la balistique est vraiment fondamentale, c'est-à-dire être le plus précis possible. Et je le disais tout à l'heure, notre objet, c'est même plus maintenant de raisonner à la parcelle, c'est de raisonner à la plante. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cette précision et surtout pour nous avoir expliqué tous les trois cette approche aussi combinée de vos métiers. Je pense qu'on peut prendre les questions de la salle avant de laisser la place à Nadine Vivier pour faire la conclusion. Est-ce que vous avez des questions peut-être ? Madame. Bonjour. J'ai une question en particulier à M. Broutin. Vous avez parlé de la possibilité de récupérer de l'hydrogène autrement que par le méthane. Alors, j'ai souvenir d'avoir visité des usines de fabrication d'engrais où le représentant de l'entreprise nous disait qu'il était le premier consommateur de méthane de France. Enfin, quand j'ai visité l'usine, je ne sais pas si les chiffres sont toujours valables. Vous parlez donc d'électrolyse. On est en plein plan hydrogène en ce moment. Mais est-ce que vous avez évalué la quantité d'électricité qu'il vous faudra, dans la mesure où déjà on parle de voitures, on se dit comment on va faire l'électricité. Enfin, ça me paraît énorme. Enfin, je ne m'attendais pas à ce qu'on envisage de faire de l'hydrogène par électrolyse pour le nitrate. Voilà, donc, Excellent point. Excellent point. Alors, il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini. Ça veut dire que sur la ressource énergétique, il y a un arbitrage à un moment donné. L'arbitrage peut se faire en faveur de la nourriture, ce ne serait pas tout à fait idiot. Si on raisonne techniquement, et je vous donne un peu notre perspective en tant qu'industriel et en tant qu'IRA, on produit aujourd'hui à peu près 9 millions de tonnes d'ammoniac. Cet ammoniac étant issu de la combinaison de l'azote de l'air et de l'hydrogène provenant essentiellement du méthane CH4. Notre perspective à 2030, aujourd'hui, c'est d'arriver à 3 millions de tonnes, un tiers de cet ammoniac. Donc on a évidemment une limitation qui est liée à la disponibilité de l'électricité. Et on peut aboutir à un moment donné à une forme de non-sens, en sachant que produire de l'hydrogène à partir de l'eau, thermodynamiquement, c'est pas le plus malin. Et rappelons que l'hydrogène, c'est pas une énergie primaire, ça se trouve pas, l'hydrogène. Alors, il y a le soleil,
Mais l'hydrogène ne se trouve pas à l'état naturel. C'est donc une sorte d'énergie intermédiaire. Donc c'est un très bon point. Je pense qu'il y a une question d'arbitrage à un moment donné. Mais pour vous donner l'ordre d'idée, chez nous, on pense atteindre 30% de notre production alors c'est pas si loin que ça, hein, mais c'est quand même dans 8 récoltes, donc c'est pas dans très longtemps, mais c'est 2030 quand même. Il y a Ah oui, de là-haut, pardon, excusez-moi. Bonjour, Madame Faillic du Collège Max Dorma. Je me posais la question qu'apporte la chimie au niveau du stress, pour répondre au stress hydrique? Qui souhaite répondre à cette question? Benoît, Olivier, Nicolas? Est-ce que vous pouvez préciser votre question? C'est-à-dire l'apport de la chimie dans la réponse au stress hydrique des plantes, c'est ça? Voilà, les sols qui sont secs, qui perdent énormément facilement leur eau, que peut faire la chimie pour répondre à ce problème-là? D'accord. Un exemple, on a fait un potager, un jardin dans le collège, et le souci, c'est les 2 mois de vacances, il n'y a pas moyen de l'arroser, et on essaie de trouver une solution. Alors, je peux répondre très rapidement sur la partie nutrition, puisque en général, comme les plantes se nourrissent par l'intermédiaire de la solution du sol, elles ne mangent pas des granulés, il est indispensable effectivement d'avoir de l'eau et de l'humidité. Donc une des solutions apportées par la nutrition des plantes, c'est toujours dans la logique de réduction des doses et d'être le plus précis possible. Donc bien sûr, toutes les solubilisations, c'est-à-dire toutes les formes d'engrais sous forme soluble qui sont apportées avec de l'eau, permettent aux plantes de mieux résister au stress hydrique. Ça, c'est la réponse nutrition. Après, il y a peut-être la partie génétique, amélioration variétale, Benoît? Enfin, voilà, je ne suis pas un expert, mais j'aurais plus tendance à voir les solutions dans la partie sélection variétale, où là, il y a effectivement, je veux dire, c'est des enjeux et des axes de recherche en fait, qui sont très forts. Donc je le vois plus dans la partie sélection variétale génétique que dans la partie chimique. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant, ces approches combinées, c'est que on connaît les enjeux et les défis auxquels on est confronté, et puis de voir de temps en temps pour aller chercher la réponse dans la partie chimique, et c'est très bien. Et là où on peut aller chercher sur la partie naturelle, digitale, génétique, on peut le faire. Et c'est la combinaison de toutes ces sources-là qui nous permettra en fait d'avancer, quoi. Moi, j'ai une réponse. Enfin, si c'est pour une école, en plus, ça peut être une expérience assez intéressante. Vous avez tous vu certainement chez les fleuristes ces perles d'eau qui sont utilisées pour mettre dans les vases. Donc c'est de l'eau gélifiée par un polymère. Alors je crois que c'est BSF qui l'a inventé le polymère, c'est pas Bayer. C'était il y a très longtemps. Enfin, c'est les super absorbants qui sont utilisés dans les couches aussi. Enfin bref, on peut faire des gels d'eau qui permettent de ralentir son évaporation en fait. Ça c'est possible, et donc de le mélanger à la terre d'un bac, c'est tout à fait possible aussi. C'est effectivement ce qu'on a utilisé, mais je pensais qu'il y avait autre chose. C'est pour ça. Très bien, merci beaucoup. Monsieur, je ne sais pas qui est arrivé le premier, mais allez-y, monsieur. Bon, je voudrais poser une question qui a été un peu évoquée par Olivier Guéret, mais qui concerne aussi Benoît Rabillou. Bon, je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont étonnés ici qu'il y ait une autorisation de mise sur le marché pour des produits phytosanitaires. Enfin bon, c'est une réalité. Je voudrais savoir à peu près quelle est la durée. Est-ce qu'il y a vraiment une durée qu'on peut attendre pour avoir une autorisation de mise sur le marché de vos produits? Qui veut répondre? Benoît, Olivier? Tous les deux. Comme je disais dans ma présentation, c'est très variable d'une agence à l'autre déjà. Enfin, on va parler pour la France du coup, qui est dans l'Europe. Donc l'Europe met des règles et ensuite la France émet des lois. Donc aujourd'hui en France, pour un produit biocontrôle, il y a une loi qui dit que l'agence nationale a 8 mois pour donner son avis et éventuellement une autorisation si le dossier est correct. Il y a ça, c'est la loi. Après, il y a la réalité. Alors, on voit une amélioration. Nous, on constate une amélioration. Par exemple, ce dossier-là, il a mis 6 mois. Donc, vous voyez, donc c'est possible. Par contre, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est quand c'est des innovations. C'est-à-dire que ça, c'est bien dans des dossiers qui sont prévus par l'ANSES. En gros, on sait quel produit on va faire. Et donc, si vous faites un produit comme ça, on vous donnera l'autorisation dans les 6 mois ou dans les 8 mois. Quand c'est une vraie innovation, et par exemple, on a eu le débat sur des phéromones encapsulés sprayés, qui n'étaient pas prévus par les textes européens. Alors là, il n'y a pas de référentiel et ça peut prendre un temps indéterminé. Et par rapport au problème d'homologation dont on parlait tout à l'heure, ce n'est pas tellement le coût qui est problématique, c'est le délai. Parce que moi, en tant que PME,
Je peux tout à fait me faire financer un programme pour obtenir une homologation, ça c'est pas impossible. Mais par contre, si je suis incapable de promettre une date à laquelle je commencerai à commercialiser, là je n'obtiens pas les financements qu'il faut pour mon projet de recherche et d'innovation. Et donc c'est vraiment plus là-dessus qu'il faut travailler, sur le délai, et aussi créer un cadre pour l'innovation. Il y a des pays où c'est beaucoup plus simple d'apporter des nouvelles technologies sur le marché. Et c'est souvent un des problèmes, c'est qu'on fait aussi une démarche absolutiste de l'évaluation du produit. C'est-à-dire que en médicaments, par exemple, on va qualifier un nouveau produit parce qu'il a moins d'effets secondaires. Ce n'est pas le cas dans les phytopharmaceutiques. Dans les phytopharmaceutiques, on va demander une analyse absolue des effets secondaires, etc., sans considérer l'état de l'art, la pratique agricole, alors qu'on pourrait déjà améliorer une situation grâce à des produits en n'ayant pas tout évalué, parce que de toute façon, on a déjà un spectre qui est nettement plus positif que les produits précédents. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que le réglementaire prenne en compte maintenant, enfin, de mon point de vue. Merci. Benoît, vous voulez compléter? Non, voilà, je pense qu'effectivement, ça a été répondu sur un pas de temps en fait, qui est très long et ce qui correspond d'ailleurs en fait, à un des enjeux auxquels en fait, on est confronté. Je vais peut-être simplement rajouter en fait, une autre réflexion, c'est si on est demain intimement convaincu que l'avenir, c'est des approches en fait, combinatoires, il va falloir aussi repenser en fait, notre système de réglementation. Parce que quelque part, si demain on se dit, bah, tiens, mettre du numérique avec un produit, que ce soit un biocontrôle ou un produit phyto, et que ça peut en fait apporter énormément. Je pense par exemple à des problématiques de sol drainé sur des herbicides. Si on ne change rien à la façon d'autoriser, de toute façon, dans quelques temps, on n'aura plus aucun herbicide en fait d'homologué. Une des réponses, c'est peut-être dans l'utilisation du numérique. Le seul point, c'est que ça voudrait dire que dans l'évaluation des dossiers, il va falloir intégrer vers cette analyse et le digital dans l'évaluation des dossiers, et ne plus avoir une approche purement en fait produit. Et ça, je pense que c'est un des enjeux d'évolution en fait, de notre cadre réglementaire. Je le redis, on a la chance d'avoir une des réglementations en fait, les plus fortes. Je pense qu'il faut faire davantage confiance en fait, à ces organismes. Ça nécessitera une évaluation pour répondre à la notion en fait, de durée, ça c'est très clair, mais en fait de combinaison, notamment par rapport à l'apport du numérique. Merci. Merci pour vos réponses. Monsieur ? Oui, bonjour. Merci pour vos présentations. J'avais une question concernant la pluridisciplinarité. Vous avez tous mentionné qu'il fallait avoir des compétences dans la chimie, la physique, pédologie, numérique, etc. Et ma question, c'était comment est-ce qu'on amène les agriculteurs vers cette pluridisciplinarité ? Évidemment, il y a une partie de leur formation qui peut combler un petit peu ces besoins. Mais est-ce que ça veut aussi dire qu'il faut qu'il y ait un ingénieur dédié à la parcelle pour toutes ces questions, par exemple de numérique ? Ou est-ce que c'est des services qui vont être proposés par les entreprises vers les agriculteurs ? Comment est-ce que cette pluridisciplinarité peut être mise en place ? Qui veut répondre le premier ? Benoît ? Oui. Je veux bien me lancer, sachant que je suis... moi, je pense que demain, en fait, les exploitations de demain, ce seront des mini-entreprises. Et je crois que ça avait été évoqué par André sur toutes les compétences en fait, qui sont nécessaires, c'est énorme. Donc je pense que la façon dont une exploitation demain, elle va être gérée, ça va être comme une mini-entreprise avec toutes les dimensions que vous avez pu en fait, évoquer. Donc ça veut dire que demain, les agriculteurs de demain, ce seront des chefs d'entreprise qui vont devoir être capables de gérer un certain nombre de choses. Et je pense qu'il se passe la même chose comme pour toutes petites entreprises qui se développent. Il y a un certain nombre de choses qu'on va sous-traiter et d'autres qu'on va garder en fait, qu'on va gérer en fait en interne. Donc moi, je pense que quelque part, on va voir l'apparition davantage de sous-traitance sur certaines en fait activités pour pouvoir se focaliser, pour que les agriculteurs de demain, les chefs d'entreprise, se focalisent sur ce qu'ils apprécient le plus, là où ils ont le plus de compétences et surtout là où ils ont le plus en fait, de valeur ajoutée. Parce qu'il y a un autre élément, et je crois que ça a été aussi évoqué, c'est que les nouvelles générations, travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ça ne va pas le faire, quoi. Et que quelque part, tout le monde aura aussi envie de sa vie de famille. Et si on ne peut pas être présent, il faut savoir aussi sous-traiter, déléguer à des groupements, à d'autres exploitations. Voilà. En fait, c'est déjà des choses qui sont prises en compte dans les plans de déploiement éco-phyto, c'est-à-dire qu'il y a une refonte du système de conseil. Aujourd'hui, on a séparé distribution des produits et conseil, donc
Ça veut bien dire qu'on met en place des structures pour apporter le support qu'il faut aux agriculteurs qui sont en train de se déployer en ce moment. Et puis, il faut quand même pas se mentir. Voilà, aujourd'hui, dans les vignes, vous avez le vigneron qui surveille sa viticulture, mais il va faire travailler des ouvriers qui ne parlent pas français, hein, enfin, clairement. Donc, des gens qui arrivent, qui n'ont pas du tout de formation, qui ne savent pas lire les étiquettes, parce que ce n'est pas leur langue, il faut qu'ils utilisent le produit. Donc, de toute façon, il faut concevoir le produit au départ par rapport à la réalité opérationnelle. Moi, j'ai des sujets sur des produits pour l'Afrique, pour l'Amérique du Sud. C'est pas du tout la même chose. C'est même culture, enfin, j'entends les agricoles, mais on peut pas présenter les mêmes produits avec les mêmes complexités. Il faut adapter et ça fait partie. Alors, en Amérique du Sud, on peut avoir de l'automatisation, donc des systèmes d'aide à la décision, déportés, tout ça. En Afrique, c'est même pas la peine. C'est de l'agriculture vivrière familiale, donc il faut quelque chose qui corresponde à ça, donc avec un mode d'emploi super simplifié. Merci. Nicolas, vous voulez rajouter un mot peut-être ? Oui, parce que agricultrice, agriculteur, c'est déjà Superwoman et Superman. Et là, en plus, on leur propose un Rubik's. On n'entend pas, on n'entend pas. Oui, je disais que agricultrice, agriculteur, c'est déjà Superwoman et Superman. Et là, on leur propose un Rubik's Cube encore bien plus complexe, où il faut intégrer la dimension énergétique, la dimension carbone, dans un contexte où c'est 50% d'agriculteurs qui partent à la retraite dans les 10 ans. Donc on peut quand même imaginer, en France, donc on peut quand même imaginer une certaine forme de consolidation, des choix de spécialisation, peut-être aussi des nouvelles formes capitalistiques, mais c'est sûr qu'on a un rôle aussi en termes d'outils d'aide à la décision qui est clair, peut-être aussi pour proposer des plateformes plus simples et plus communes. Merci beaucoup. Je vais laisser maintenant la parole à Nadine Vivier qui va nous faire une conclusion pour cette très belle table ronde. Merci Nadine.